Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, nous allons continuer avec notre cours de Cybersecurity Operation. Comme d'habitude, nous sommes toujours sur notre module 5, protocole réseau. Nous avons terminé avec le premier module, la première partie, processus de communication réseau. Nous allons commencer la deuxième, protocole de communication. Alors, nous allons continuer la deuxième partie aujourd'hui, ici. Processus de communication, réseau déjà terminé. Nous avons vu la taille, les réseaux de taille diverses. Ça, c'est déjà vu. Communication client-serveur, c'est déjà fait. Identifier les chemins réseau, déjà expliqué. Nous avons fait ce TP ensemble, si vous vous rappelez encore. Et nous avons commencé hier avec le protocole de communication. Nous avons terminé avec en quoi consiste le protocole. On a vu ça hier. Une simple connexion physique filaire ne suffit pas pour établir la connexion. Alors, la communication est régie par des règles, on a vu ça hier, appelées protocoles. Et nous avons vu ensemble quelques exemples de protocoles réseau et les fonctions de ces protocoles. On dit les protocoles réseau définissent les paramètres de codage. Un protocole réseau comme le HTTP par exemple, c'est un protocole réseau. Ce protocole réseau définit les paramètres de codage pour HTTP, le paramètre de formatage de HTTP, le paramètre d'encapsulation de HTTP, le paramètre taille de HTTP, le paramètre de synchronisation et de distribution de HTTP. J'ai pris le temps hier de vous montrer comment ça fonctionne correctement. Et nous avons aussi clôturé par la suite des protocoles. Nous avons commencé, mais qu'on n'a pas terminé. Nous avons dit en réalité, quand nous parlons de suite des protocoles, il y a deux suites. Il y a deux suites de protocoles. Il y a deux suites de protocoles. Nous avons la suite TCP/IP. Il y en a deux. Nous avons la suite TCP/IP. TCP/IP. Et nous avons le modèle OSI. Modèle OSI. Voilà. Et nous allons commencer par la suite TCP/IP. On peut encore dire modèle TCP/IP si on veut. Ou c'est dire modèle TCP/IP. Alors, TCP/IP a deux aspects importants pour les fournisseurs et les fabricants. J'ai expliqué ça ici hier. Le modèle TCP/IP a deux aspects. Pour un fournisseur comme Cisco, Cisco est un fournisseur, Cisco est un fabricant. Alors, pour Cisco, ça représente deux aspects. Sur des protocoles standards ouverts qui signifie que ce protocole est totalement libre, accessible au public. J'ai expliqué ça hier. Sur des protocoles basés sur des normes, cela signifie qu'elle a été approuvée par le secteur des réseaux, c'est-à-dire par des organismes de normalisation tels que IETF. J'explique ça également hier. Nous avons commencé aussi avec l'étude des couches. Si nous prenons la suite TCP/IP et leurs couches, nous avons 4 couches.
Nous avons la couche application avec 5 catégories de protocoles. La catégorie système, name system, c'est le nom de domaine. Nous avons un seul protocole là-bas pour l'instant, le DNS. La catégorie configuration d'hôte avec 3 protocoles DHCP-V4, DHCP-V6, Slack, qu'on verra plus tard. La catégorie de messagerie, des emails, qui regorge aussi 3 protocoles, SMTP, POP, IMAP. La catégorie de file transfert des fichiers, FTP, le SFTP, la version sécurisée, et le TFTP. Et la catégorie de services web, nous avons HTTP, HTTPS et REST. Au niveau de la couche transport, nous avons 2 protocoles importants. Un protocole orienté connexion, on appelle TCP, c'est-à-dire avec TCP, on établit toujours la connexion, orienté de communication, et nous avons UDP, qui est sans connexion. Au niveau de la couche Internet, nous avons 3 catégories. Nous avons les protocoles Internet, comme IPv4, IPv6 et la NAT. Ce sont des protocoles qui sont utilisés par Internet, c'est-à-dire pour la communication sur Internet. Nous avons la catégorie messagerie, c'est-à-dire pour tester l'accessibilité des autres sur Internet. Nous avons IPv4, ICMPv4, ICMPv6, ICMPv6-ND, qu'on verra plus tard. Nous avons aussi les protocoles de routage les plus courants, tels que OSPF, EIGRP, nous avons PGP. Avant, on parlait aussi de RIP, mais c'était un peu dépassé déjà. Nous avons la catégorie accès réseau. Dans la couche accès réseau, 2 catégories aussi. Les protocoles de résolution d'adresse, comme l'adresse MAC, comme le protocole ARP, pour la résolution des adresses MAC. Nous avons le Data Link Protocol, de liaison de données. Nous avons Ethernet et nous avons le WLAN. Ethernet et le WLAN pour le Wi-Fi, pour le sans fil. C'est pour le sans fil et ça, c'est pour le fidèle. Alors, le cours d'aujourd'hui commence là, ici. Il fallait un peu réviser. Nous avons pris combien? 8 minutes de révision. Alors maintenant, si on vous demande de citer les 3 catégories de protocoles de la couche Internet, c'est ça qu'on vient de voir déjà. La couche Internet, vous venez de voir ça. Nous avons les protocoles Internet avec 3 protocoles. Protocole IPv4 de 32 bits. Ici, IPv6 avec 128 bits. La NAT pour la traduction des adresses IP privées en IP public. Et ça ici, je viens d'expliquer déjà. Nous avons les protocoles d'envoi de messages, c'est-à-dire pour tester l'accessibilité des hôtes sur le réseau. Nous avons ICMPv4, ICMPv6, ICMPv6-ND. J'ai déjà expliqué, on verra ça plus tard. Protocole de routage, nous avons OSPF, Open Shortest Path First. Nous avons EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, et le BGP, c'est-à-dire le Border Gateway Protocol. Nous avons 3 les plus courants. Je viens d'expliquer ça tout à l'heure. Alors, n'oublions pas que ICMP signifie Internet Protocol Message Protocol for IPv4. On dit ICMPv4. Mais ici, Internet Control Message Protocol. Alors, nous continuons dans notre explication maintenant avec cette couche accès réseau. Citer les 2 catégories de protocoles de la couche accès réseau, nous avons déjà expliqué, sont les protocoles de résolution d'adresse. On a ARP qui permet de déterminer l'adresse MAC d'un périphérique
connaissant son adresse IP. Ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire que si j'ai deux autres, par exemple, sur le réseau, les deux autres là, sur le réseau, alors, IP, on a 1.1.1.2, 0.3, IP 1.1.1.2, par exemple. La marque ici, c'est AA, par exemple. La marque là, c'est BB. Donc, ça, c'est l'autre A. Et là, nous avons l'autre B. Nous avons notre switch sur le milieu. Alors, si je veux envoyer une trame, par exemple, à PCB, et que je connais, de remplir cette trame, on attend ici la marque, pour la marque destination là, marque des, pour marque source, pour la marque source, il faut IP source, il faut IP destination. Je prends le champ le plus important. IPD destination. Alors, IP source sera 1.1.1.2. IP destination sera 1.1.1.3. Or, la marque source, on la connaît, c'est AA. Exemple, on dit ARP, ça détermine l'adresse MAC d'un périphérique. Maintenant, je ne connais pas l'adresse MAC de BB, je ne connais pas. MAC destination, c'est-à-dire ça, je ne connais pas. Cette adresse MAC, je ne connais pas. Alors, mais je connais quand même son adresse IP. Cette adresse IP est connue. Si est connue. Alors, on doit utiliser maintenant, ça veut dire quoi? Pour retrouver la marque destination, le PC va déclencher va utiliser le protocole ARP pour envoyer une requête ARP. Le communicateur va diffuser cette requête qui va arriver ici. Et maintenant, celui-ci va répondre, le PCB en question va répondre en fournissant son adresse MAC qui est BB dans un autre message qu'on va appeler réponse ARP. Réponse ARP. Cette réponse maintenant sera exploitée par le PCA pour remplir maintenant ici BB qu'on n'avait pas avant. Avant maintenant de transmettre la trame. Voilà un peu comment fonctionne un peu la résolution ARP, c'est-à-dire qui permet de déterminer l'adresse MAC d'un périphérique connaissant son adresse IP. C'est très important. L'équivalence de ARP en IPv6, c'est ND. ND. On verra ça un peu plus tard. Protocole de liaison des données. Nous avons, comme protocole de liaison des données, nous avons la technologie Ethernet filaire. Je vais expliquer cela. Ethernet sans fil. Ça ici, représenté par ça. Ça, c'est le filaire. Alors, les deux, chacun définit en fait les règles relatives au nombre de câblages. Quand nous prenons Ethernet, Ethernet définit le nombre de câblages. C'est Ethernet qui dit comment le câblage, quel type de câble on doit utiliser, le nombre de câblages, et de la signalisation. Comment on va gérer les signes. Signalisation et le signal. Voilà. La signalisation de la couche d'accès au réseau. C'est Ethernet qui définit cela. Même chose pour le réseau sans fil. On définit les normes réseau sans fil. C'est-à-dire
les nombres de réseaux sans fil et la signalisation également. Alors, voilà, étudier en quelques minutes les informations de la suite TCP/IP. Maintenant, nous avons dit derrière que chaque protocole, n'oubliez pas, chaque protocole définit les paramètres de codage. On va revenir maintenant, c'est quoi le codage? C'est quoi le formatage? C'est quoi la encapsulation? On revient là-dessus tout de suite. En fait, format, encapsulation des messages. Bon, ça, c'est le formatage. Paramètre formatage qu'on va étudier. Alors, le processus consistant à placer un format de message, par exemple, de manière analogique, on peut utiliser la lettre, dans un autre, on appelle enveloppe, dans un autre enveloppe, s'appelle l'encapsulation. C'est-à-dire, si j'ai un format comme ça, qui est une lettre, c'est un format, c'est la lettre. La lettre a son format. La lettre a son format. La lettre a son format. Disons, le processus de l'encapsulation, de placer le processus consistant à placer un format des messages, c'est-à-dire la lettre, dans un autre. Un autre, là, c'est l'enveloppe, par exemple. C'est notre enveloppe. L'enveloppe a son format. L'enveloppe a son format. C'est notre format ici. C'est ce qu'on appelle un autre, dans l'autre. Alors, lorsqu'on place ici à l'intérieur, on parle d'encapsulation. De cette manière analogique. Encapsulation. De manière analogique, voilà ce que ça veut dire. Ça s'appelle l'encapsulation. Or, une désencapsulation a lieu lorsque le processus est inversé par le destinataire. On encapsule à la source, ici, on encapsule, mais on désencapsule ici. Désencapsule. Désencapsule là. Voilà. Donc, maintenant, quand l'enveloppe arrive, ici, avec la lettre à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est la lettre, sont mis à l'intérieur, c'est la lettre dedans, c'est la lettre. Alors, lorsqu'on retire la lettre, si on retire cette lettre comme ça, voilà, lorsqu'on retire la lettre, on dit une désencapsulation a lieu lorsque le processus est inversé par le destinataire et que la lettre, nous avons ici, c'est la lettre, et que la lettre est retirée de l'enveloppe. Ce que je viens de montrer. Alors, on appelle ça la désencapsulation. IP est responsable de l'envoi d'un message de la source jusqu'à la destination. Si j'ai mon message, papa, que je souhaite envoyer, papa sera placé dans un format de message, on peut appeler la trame, dans un format, on peut appeler la trame. La trame, c'est un format. Voilà. On appelle la trame, ou bien le paquet, la trame ou un paquet. Alors, supposons que le format, c'est le paquet. Alors, on place donc l'information papa. Voilà. Papa est là. Maintenant, pour acheminer ce paquet, il faut connaître la source
il faut connaître la destination. Sinon, ça ne peut pas partir. Ça qu'on dit, IP est responsable de l'envoi de messages. Pour envoyer le message à quelqu'un, je dois connaître son adresse. C'est pour cela qu'ici, il faut absolument l'adresse de IP source. Il faut connaître l'adresse de IP destination. IP destination. Alors, voici les informations qu'on utilise pour envoyer. Les informations d'envoi. Informations d'envoi. Si on n'a pas ces informations, on ne pourra pas envoyer. Informations d'envoi. Je viens de détailler ça correctement. Donc, IP est responsable de l'envoi des messages de la source du message vers la destination sur un ou plusieurs réseaux. Par exemple, nous avons notre papa. Supposons qu'on a converti papa en bit. On suppose qu'on a fait une conversion de papa en bit, ça nous donne 001. C'est une supposition. Hein? Alors, IP va donc encapsuler cette information dans un paquet. Vous voyez là. Et maintenant, il va l'acheminer. On va l'envoyer comme ça jusqu'ici. C'est IP qui est responsable de l'envoi. Mais pour envoyer, il faut connaître la IP source et connaître IP destination. Sinon, on ne pourra pas trouver la destination. Nous avons la taille des messages. C'est un paramètre que nous avons vu derrière, ici. On l'appelle encore. Nous avons fini avec le formatage, on a vu. Nous avons vu l'encapsulation. Nous allons continuer la taille. La taille. Alors, une autre règle de communication est la taille des messages. Lorsqu'on a défini le format et que nous avons encapsulé, il faut maintenant penser, est-ce que la taille est acceptable? Le format de codage entre les autres, c'est-à-dire entre la source et la destination, doit être adapté au support. Quand nous codons, ça c'est le codage, quand nous transformons peut-être la lettre A et que ça nous donne ça, alors ça, A c'est le texte. Lorsque nous avons codé, on fait le codage, nous faisons le codage, nous obtenons quoi? Les bits. Maintenant, ces bits ne peuvent pas être envoyés n'importe comment. Ça veut dire le format de codage entre les autres doivent être adaptés au support. Voici le support ici. C'est le support. C'est le support en noir. Support est là. Mais les bits que nous avons obtenus après codage doivent être adaptés au support. Il y a trois types de supports que nous avons ici. Nous avons le support sans fil. Est-ce que ces bits sont adaptés pour le support sans fil? Est-ce que ces bits que nous avons convertis sont adaptés pour le support filaire, le support LAN, c'est-à-dire le câble? Est-ce que ces bits que nous avons convertis seront adaptés pour le support WAN? C'est dans le câble, il y a le LAN et le WAN. Voilà autant de questions qu'on se pose. Ça veut dire les bits doivent être adaptés au support. Les messages envoyés sur le réseau sont tous d'abord convertis en bits. On ne peut pas prendre le texte A. C'est un texte A ici. On envoie sur le réseau. Non? Ça veut dire il faut d'abord un processus de codage. Le codage doit d'abord intervenir, peut-être en utilisant le code ASCII, nous avons vu derrière, ou bien notre code, pour obtenir donc ces bits. Ça veut dire les messages envoyés sur le réseau sont tout d'abord convertis en bits, d'abord en bits, par l'autre émetteur. C'est lui qui doit faire cette conversion. C'est lui qui convertit en bits. Chaque bit est codé en modèle de son. Alors, s'il veut faire une transmission, s'il veut effectuer une transmission sur un support sans fil, alors, je dois prendre le bit 0, je le convertis en son. On dit, quand je le convertis en modèle de son,
je prends le bit ceci, je convertis en son, je prends celui-ci, je convertis en son. Parce que ça, c'est le sans fil. Mais si c'est la fibre optique, si vous transmettez ceci sur une fibre optique, c'est la fibre ici, je vais envoyer ça sur la fibre, ce sera un peu différent. Si on fait une transmission sur une fibre optique, ça sera différent, regardez. Prends le temps de décortiquer. Hein. Maintenant, je vais prendre ce bit, je vais le convertir en onde lumineuse. Bon, onde lumineuse. Ça. Je mets ça en onde. Je suppose que l'onde, c'est comme ça. L'onde lumineuse. Je suppose. C'est une supposition. Hein. Je prends encore ce bit, je convertis en onde lumineuse. Je prends celui-ci également, je convertis en onde lumineuse. Voilà. Onde lumineuse ou encore d'impulsion électrique. Si le support n'est pas la fibre optique et que le support est un support en câble, c'est pas la fibre, mais c'est plutôt le câble. Câble en cuivre. Quand c'est le câble en cuivre, nous allons plutôt convertir ces bits-là en quoi? On va les convertir en impulsion électrique. On va faire ça en courant électrique. Courant électrique. Supposons aussi que c'est comme ça. Courant électrique. On va prendre le 0, ça va convertir en onde électrique. Le 0 sera converti en onde électrique. Et le 1 également sera converti en onde électrique. Avant d'être envoyé ici. D'être acheminé sur le support, on les convertit d'abord, excusez-moi, en onde électrique selon le support du réseau. Donc, onde lumineuse pour la fibre optique, onde électrique ou impulsion électrique pour le cuivre, et enfin le son pour le sans fil. Avant qu'on les envoie. Donc, chaque bit est codé en modèle de son, d'onde lumineuse, d'impulsion électrique selon le support réseau sur lequel les bits sont transmis. On ne peut pas transmettre le son sur un câble en cuivre. C'est impossible. On ne peut pas transmettre le son sur un câble en fibre optique. Non. Le support approprié, c'est le sans fil. L'hôte de destination reçoit, lorsqu'on va envoyer ces bits, c'est-à-dire 0, 1, là, lorsqu'on va envoyer ceci, là, alors l'hôte de destination reçoit dans le 0, 0, 0, 1 et décode les signaux. Alors si c'est, nous allons convertir par exemple en onde électrique, si on a le code en onde électrique ou en impulsion électrique, alors on va faire ce qu'on appelle le décodage. Pour comprendre, on va décoder. On décode pour obtenir le bit original, c'est-à-dire le 0,1 qui n'a pas encore été transformé. Pour obtenir le bit original. Voilà. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Mais sachant que la taille d'un message, la taille d'une trame, si nous prenons la taille d'une trame, la règle demande de respecter la taille minimale de la trame et la taille maximale de la trame. La règle minimale de la trame, c'est 64 octets, alors que la règle maximale, c'est 1518. Sans les VLAN. Au moment où les VLAN, ça va changer. Puis c'est 1518 octets. Mais si on prend en considération les 4 octets du VLAN, ce VLAN apporte 4 octets. Si nous prenons une trame qui transporte un VLAN, alors la taille minimale va changer. Ici, nous aurons maintenant comme taille minimale 78. Et ici, nous aurons comme taille minimale 1522. Ça, c'est la limite. Ça ne peut pas déborder cela.
Bien. Alors, nous allons parler maintenant de la synchronisation pour clôturer. La synchronisation des messages. Rappelez-vous que nous allons parler de la synchronisation ici derrière, ici, dans les paramètres. Il y avait la synchronisation. Alors, c'est quoi la synchronisation? La synchronisation définie s'appuie sur 3 paramètres importants. Il y a ce qu'on appelle, avant d'envoyer un message, il faut tenir compte de la synchronisation. C'est ce que nous appelons le contrôle de flux. Le contrôle de flux a un rôle très important. J'ai le taux et la quantité d'informations pouvant être envoyées et la vitesse à laquelle elles peuvent être envoyées. Donc, si j'ai un message que je souhaite envoyer, la synchronisation, dans un premier temps, va d'abord vérifier la quantité d'informations. Quantité qu'on peut envoyer. Par exemple, supposons que ce support est ici n'accepte que 10 kilobits par seconde. 10 kilobits par seconde. Alors, le contrôle de flux doit s'assurer, est-ce que ce message est de 10 kilos maximum? Est de 10 kilobits. C'est ça que le contrôle de flux va vérifier. Est-ce que la quantité est de 10 kilobits? Si c'est peut-être 20 kilobits, alors il faut penser à la segmentation. Il faut segmenter en deux. Il faut segmenter pour respecter la taille, la quantité qu'on peut accepter. On va segmenter en 10 kilos, 10 kilos. On va faire la segmentation. Donc, le contrôle de flux doit vérifier la quantité d'informations pouvant être envoyées. Ce support n'accepte que 10 kilobits. Donc, la quantité qu'on peut envoyer doit être conforme à 10 kilobits, à 10 kilobits. Alors, la quantité, c'est 10 kilos qu'on ne doit pas déporter. Ça fait partie des informations du contrôle de flux. Lorsque le contrôle de flux a défini la quantité, le contrôle s'intéresse à la vitesse. La vitesse. La vitesse, ça veut dire quoi? La vitesse de transmission. Ici, on dit bien qu'en 1 seconde, on doit transmettre 10 kilos. 10 kilos. Alors, là, c'est la vitesse de transmission, donc le débit. Donc, en réalité, le contrôle de flux s'intéresse à la quantité et le débit. C'est ça qu'on dit, et la vitesse à laquelle elles peuvent être livrées. On peut livrer 10 kilobits en 1 seconde. C'est la vitesse. Parce que là, j'ai bien détaillé. Parfois, quand on parle de contrôle de flux, les gens ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire contrôle de flux. Là, j'ai bien décortiqué. Si nous prenons maintenant le délai de réponse, qui est un autre paramètre, lorsqu'on a fini de vérifier la quantité qu'on peut envoyer, la vitesse à laquelle on peut envoyer, alors la synchronisation maintenant s'intéresse au délai de réponse. C'est quand je t'envoie, tu dois répondre. Spécifie le délai d'attente des réponses et l'action à entreprendre en cas de délai d'attente dépassé. Là, maintenant, j'ai deux autres que je veux communiquer. Le contrôle de flux me permet de définir la quantité que je dois envoyer. C'est 10 kilos. Là, c'est le contrôle de flux qui me permet de définir ceci. C'est le contrôle de flux. Alors, je dois maintenant, le paramètre délai vient ajouter le temps d'attente. Je vais peut-être, par exemple, à 15 secondes. Le temps d'attente, c'est 15 secondes. Définir ce délai. Ça, on dit, spécifier le délai d'attente, c'est 15 secondes, des réponses et l'action à entreprendre en cas de délai dépassé. En cas de délai dépassé, je peux plutôt dire qu'on doit faire ce qu'on appelle la retransmission. Si le délai est dépassé, on retransmet.
Ça, c'est le paramètre de l'action. On va faire retrans. Voilà, pas tout écrit. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? C'est que lorsque ce message est transmis à l'autre B, lorsqu'il est transmis à l'autre B, on attend une réponse dans l'intervalle de 1 à 15 secondes. Dans l'intervalle 1 à 15 secondes, qu'est-ce qu'on attend? On attend une réponse. On attend la réponse. On attend cette réponse. Alors, si dans un intervalle de 15 secondes, on ne reçoit aucune réponse, alors s'il n'y a pas de réponse, si la réponse ne revient pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On renvoie le paquet, on retransmet. Ce qu'on appelle la retransmission. Retransmission. C'est ça qu'on appelle donc l'action. L'action, c'est la retransmission. Là, j'ai expliqué exactement comme à la maternelle. Je pense qu'on a bien compris. Alors, lorsque le paramètre de délai est déjà bien défini, on vient maintenant sur la méthode de synchronisation, la méthode d'accès. Maintenant, la méthode d'accès détermine le moment où un individu peut envoyer un message. Voici le support ici. Nous avons des ordinateurs qui sont là autour. Disons celui-ci et celui-ci. Alors, le message doit être placé sur le support. C'est 10 kg. 10 kilobits, on va placer ça sur le support. Pour placer le message sur le support ici, comme ça, il faut définir à ce niveau-ci. Il y a d'abord quelque chose qui va se passer, ce qu'on appelle la méthode d'accès. Il faut d'abord définir la méthode d'accès. La méthode pour accéder à ce support. Comment est-ce qu'on va accéder à ce support? Méthode d'accès. Et généralement, nous avons souvent deux techniques qu'on verra plus tard. La technique CSMA/CD pour le filaire, méthode d'accès sur les supports filaires, et CA pour les supports sans fil. Qui sont utilisés, c'est la méthode la plus courante qu'on utilise généralement pour déterminer comment accéder à ce support. Il y en a plusieurs autres méthodes qu'on verra plus tard. Donc, je prends juste ce cas-là pour illustrer un peu ce qu'on est en train de dire. Donc, si la méthode d'accès, c'est la méthode CSMA, Carrier Sense Mutual Access, Collision Detection, ou bien Carrier Sense Mutual Access, Collision Avoidance. Donc, avec ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va accéder à ce support. C'est le filaire. C'est ça qu'on va utiliser. Ils ont un support sans fil. C'est plutôt le CA qu'on va utiliser. Alors, on va vérifier est-ce que le support était totalement libre avant d'utiliser. Ceci pour éviter les collisions. Parce que si on ne vérifie pas, on risque d'avoir le risque de collision. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà les paramètres de synchronisation bien expliqués, bien détaillés, comme à la maternelle. Donc si quelqu'un ne comprend pas vraiment, je ne sais pas ce qu'on va dire encore. On va terminer donc par la distribution. En ce qui concerne la distribution, nous avons trois options pour la distribution. On a vu derrière, paramètres de distribution. Distribution. Le paramètre de distribution a trois options. Nous avons la monodiffusion, nous avons la multidiffusion et nous avons la diffusion. Alors, la monodiffusion, j'avais expliqué, une option mono 1 à 1, une option de livraison 1 à 1.
est appelée monodiffusion. Si par exemple, ce PC va envoyer ce message uniquement à celui-ci, pas de 1. La multidiffusion maintenant, une option de livraison de type 1 à plusieurs. 1, c'est lui. Il a son message qu'il va envoyer à plusieurs personnes, c'est-à-dire en groupe, comme ici. C'est un groupe. C'est la IP de multidiffusion qu'on va utiliser. C'est IP de multidiffusion. IP multidiffusion. Diffusion. On va utiliser. Alors, s'il va envoyer un message à ce groupe, c'est plutôt l'adresse IP de multidiffusion qui m'intéresse. Alors, je vais donc envoyer ce message pour envoyer uniquement à ce groupe. L'image n'est pas bien claire. Moi, je t'ai envoyé ici. Ce qu'on appelle un à un groupe. Un à plusieurs. Voilà. Et maintenant, la diffusion. La diffusion correspond à une option de livraison de type 1 à tous. De mon message là, je vais envoyer à tout le monde. 1 à tous. Je m'envoie là, là et là. Mon message arrive là. Le commentateur l'envoie ici, ici. Envoyer là, ici. Voilà. C'est vrai que dans le 1 à plusieurs, on peut envoyer à tout le monde. On peut s'envoyer ici. On peut s'envoyer là. C'est plusieurs. Mais celui-ci ne peut pas répondre, ni celui-ci. Rien que le groupe concerné pourra répondre. Voilà. Donc voilà ce qu'on appelle la diffusion correspond à une option de livraison 1 à tous. Voilà ce qu'il fallait comprendre dans la deuxième partie. Pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous allons revenir un peu sur, bon, terminons une fois avec cette partie. L'avantage de l'utilisation d'un modèle en couche. Pourquoi est-ce que nous devons utiliser un modèle avec plusieurs couches dans la communication? Modèle OSI, par exemple, et c'est le modèle TCP/IP. Les avantages d'utilisation d'un modèle à plusieurs niveaux aident à la conception des protocoles. Le modèle OSI et le modèle TCP/IP sont des modèles totalement libres. Alors, comme les deux sont totalement libres, n'importe quel fabricant peut l'utiliser. N'importe quel fabricant peut utiliser le modèle TCP/IP ou le modèle OSI. Donc, ça aide dans la conception. Alors, un fabricant comme Cisco peut utiliser le modèle TCP sur ses équipements, sur ses routeurs, librement, TCP/IP. Voilà, c'est un exemple. Stimule la concurrence. Alors, si le modèle TCP est libre et le modèle OSI est libre, alors il y aura une concurrence entre les fabricants comme Cisco et comme, par exemple, Palo Alto ou bien FortiGate. Si. Ça stimule la concurrence entre les deux. Puisque le modèle TCP/IP est totalement libre, le modèle OSI est totalement libre, chacun peut l'utiliser comme il veut. Donc, ça encourage la fabrication des équipements, ça stimule la concurrence entre différents fournisseurs, FortiGate, Palo Alto, Microtik, Microsoft, et tout ce que vous connaissez. Voilà. Prévention des changements technologiques ou de capacités. Alors, s'il y a un changement sur la couche transport, alors ce changement ne restera que sur la couche transport. Donc, ça permet de prévenir des changements technologiques ou de capacités. S'il y a un changement sur la couche réseau, ce changement n'affecte pas la couche transport. S'il y a un changement sur la couche, disons, de données, ça n'affecte pas les autres couches. Ça reste à ce niveau. Si, par exemple, on conçoit un nouveau protocole qu'on va appeler IPv7,
Alors, IPv7, qui est un nouveau protocole qu'on a conçu ici, n'aura aucun impact sur le fonctionnement du transport, ni sur le fonctionnement de liaison de données. Fournir un langage commun. Un langage commun, pourquoi? Parce que si j'ai deux périphériques qui veulent entrer en communication, alors si moi j'utilise TCP, IP, donc toi aussi tu utilises TCP, IP, TCP, IP, alors on dira que nous avons le même langage. On peut échanger parce qu'on a le même langage commun. Le langage là, c'est le modèle TCP, IP, TCP, IP. Deux modèles en couche décrivent les opérations réseau. Pour savoir comment un réseau fonctionne correctement, je peux étudier le modèle OSI pour étudier le fonctionnement d'un réseau. En étudiant la couche application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique. Ou encore, je peux utiliser le modèle TCP/IP pour expliquer le fonctionnement du réseau selon la couche application, le fonctionnement du réseau selon la couche transport, le fonctionnement du réseau selon la couche Internet et le fonctionnement du réseau selon la couche accès réseau. Là, c'est dans le cadre du modèle TCP/IP. Alors, en remarque, le modèle aussi comporte 7 couches et le modèle TCP comporte 4 couches pour l'instant. C'est vrai. 4 couches. Alors, nous avons terminé la deuxième partie. Demain, nous allons clôturer avec la clé des dernières, c'est-à-dire l'encapsulation des données. Je pense que là, nous avons 1, 2, 3, 4 pages. Alors, demain, nous allons clôturer pour que la vidéo ne soit pas très longue. Nous allons clôturer avec la dernière partie de ce module et enchaîner directement avec le module 6. Directement avec le module 6. Alors, on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue. Bonne journée à tous et n'oubliez pas de vous inscrire, de lire le cours en ligne et surtout de composer. N'oubliez pas. Et à chaque fois, allez toujours sur ma page YouTube. Il ne faut pas l'oublier. Allez toujours sur ma page YouTube. Sur ma page YouTube ici. Venez toujours là. Venez toujours sur la page YouTube. Vous venez ici, dans la rubrique cours. Dans la rubrique cours, vous avez tous les cours ici. C'est là. Cybersécurité. Tout est là. Là. Maintenant, tout est bien classé. C'est à vous maintenant de voir. Vous voyez, par exemple, tout commence là. Commencez ici. Vous lisez, vous montez au fur et à mesure. Montez au fur et à mesure. Bon, ça commence ici en bas, pardon. Ça commence ici, présentation, formation sur la cybersécurité. Vous regardez cette vidéo. Vous prenez module 1, vous lisez. Module 2, vous suivez. Module 3, pareil. Module 1, voici la fin du module 1. Vous montez module 2, partie 2, module 2, partie 3, module 2, partie 4. N'oubliez pas, vous montez, vous montez, vous montez. Alors, ce que nous venons de terminer là, c'est le module 5, troisième partie. On vient de terminer. Je vous envoie ça tout à l'heure. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner. C'est très important. Il faut donner vos impressions si vous aimez. Cliquez là sur j'aime et partager. Il faut toujours partager. Et j'ai mis ici à l'intérieur les liens. Les liens, voilà ça. Les liens pour le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp. Vous avez ici le lien pour l'inscription. Vous inscrivez directement. Il y a une inscription. Et si vous ne pouvez pas, vous envoyez un mail ici en mettant votre nom, votre prénom et votre mail. Et là, je vais vous envoyer vos plateformes, vous lisez
et vous composez. Sur ce, je vous dis donc merci et bonne journée et à demain. Bye bye.